Imagine qu'on te retire tout à 8 ans. Ta mère, ta planète, ta vie. 30 ans à voler dans l'espace en te disant que ton père était forcément quelqu'un de bien. Et un jour, il est là devant toi, un dieu vivant, immortel, avec une planète entière rien qu'à lui. Et il te dit qu'il t'a cherché toute sa vie. Franchement, à sa place, tu montes dans le vaisseau, et moi aussi. Et c'est exactement là que le film te piège. On continue le compte à rebours Doomsday jusqu'au 16 décembre 2026. On se retrouve tous les vendredis à 18h pour le projet Card. On revoit tous les films du MCU. Je te donne tous les détails cachés, les références aux comics et aux autres univers de la pop culture. Et on analyse et on classe dans une tier list tous les films. La semaine dernière, on ouvrait des portails et on pliait le temps avec Doctor Strange. Et aujourd'hui, on remonte dans l'espace. On retrouve un arbre, un raton laveur et une bande de losers qu'on adore. Sauf que cette fois, derrière les couleurs et la musique, il y a une histoire de famille bien sombre. Voici l'épisode 15 du projet Card sur le film On commence en 1980, sur Terre. Un homme charmant se balade avec Meredith Quill. Ils sont amoureux, c'est trop mignon. Et ces deux personnes, ce sont les parents de Peter Quill. Et son père montre à Meredith une sorte de fleur qu'il a plantée. Sauf que cette plante, c'est littéralement un cancer pour la planète. Mais ça, on ne le sait pas encore. On avance 34 ans plus tard. Les gardiens sont devenus une équipe qui bosse à leur compte. Et la mission du jour, défendre les batteries précieuses d'un peuple doré et hautain, les souverains, contre une énorme bestiole interdimensionnelle. Et pendant que Drax, Gamora, Rocket et Peter se battent, Baby Groot, lui, danse. Il a ses priorités. En paiement, les souverains leur livrent Nebula, la sœur de Gamora, prisonnière. Avant de partir, la reine voit quelque chose en Peter et lui fait remarquer. Il semble avoir des origines non terriennes. Sauf que Rocket, ce gros coquin malicieux, vole quelques batteries au passage. Et là, toute la flotte souveraine leur tombe dessus. Les gardiens tentent de s'enfuir avec Nebula et les batteries. Mais la flotte souveraine est trop puissante. Ils manquent de finir gelés dans l'espace, mais au moment où tout est perdu, un homme apparaît dans le ciel et pulvérise la flotte souveraine tout seul. Le Milano est en miettes. Il s'écrase alors sur une planète paumée. Et cet homme, il se présente. C'est Ego, le père de Peter. Il débarque avec Mantis, une fille aux antennes capable de ressentir les émotions au toucher. Ego invite Peter sur sa planète et Gamora et Drax le suivent. Rocket et Baby Groot, quant à eux, restent pour réparer le vaisseau et garder un œil sur la sœur ingérable de Nebula. Sauf que les souverains ont lancé les ravageurs de Yondu aux trousses des gardiens. Et chez les ravageurs, ça sent la révolte. Yondu est tiraillé entre être un vrai ravageur et foutre le bordel comme le veut une partie de son équipage, et sa culpabilité d'avoir pu travailler pour des personnes comme Ego qui ne sont franchement pas des exemples à suivre. De ce fait, Taserface mène une mutinerie contre Yondu. Quoi ce prénom de con là? Yondu, Rocket et Groot finissent enfermés et Taserface exécute les fidèles de Yondu. Pendant ce temps, sur sa planète magnifique, Ego lâche la vérité. C'est un céleste, une entité cosmique, la planète elle-même, c'est lui. Il a ensemencé des milliers de mondes avec sa descendance, en cherchant un enfant qui aurait hérité de son pouvoir céleste. Son but, c'est l'expansion, recouvrir tout l'univers de lui-même et effacer le reste. Et Peter, c'est le seul qui a le pouvoir de l'aider. Au début, ça se passe pas trop mal selon Peter. Il a un papa et en plus, ce papa a besoin de son fils. Pour un gars comme Peter, c'est dur de voir le problème dans ce qu'il se passe. Même si Gamora voit clair dans le jeu de Ego, Peter continue de rattraper le temps perdu. Mais ce petit bonheur ne va pas durer. Ego lâche la vraie bombe plus tard. La tumeur au cerveau qui a tué Meredith, c'est lui. Il l'a supprimé pour ne plus rien avoir qui le retienne sur Terre. Et Peter comprend enfin à qui il a affaire. Il pète un câble. Au même moment, Yondu, Rocket, Groot et Kraglin s'évadent et foncent vers Ego pour sauver Peter. Mantis, elle, prévient Drax du vrai plan. Gamora et Nebula tombent par hasard dans une grotte. Une grotte dans laquelle Ego empile les squelettes de bon nombre de ses défunts enfants. Vient la bataille finale sur la planète vivante. Ego branche Peter à son pouvoir, mais Peter se libère. Ce qui le sauve, c'est ce qu'il est vraiment. Un terrien avec une mixtape et des souvenirs. Groot pose une bombe au cœur d'Ego pendant que la planète s'effondre. Ego meurt, Peter perd un papa qu'il n'a jamais vraiment eu. Et dans l'espace, il n'y a qu'un seul respirateur pour rentrer au vaisseau. Yondu le donne à Peter, il se sacrifie pour le sauver. Et là, Peter perd son vrai papa. Les ravageurs organisent des funérailles dignes d'un grand capitaine. Et dans les scènes post-génériques, on tease Adam Warlock, on retrouve Groot ado, et Stanley discute avec de mystérieux êtres cosmiques, les Watchers. Dans ce film, tout part de la musique, comme dans le premier. Dans le volume 1, on l'avait déjà décortiqué ensemble. James Gunn a choisi chaque morceau de la cassette en se mettant à la place de Meredith, la mère de Peter. Et dans le volume 2, il continue, sauf que cette fois, la bande-son raconte l'histoire d'Ego, le père. Et le morceau clé, c'est Brandy, You're a Fine Girl de Looking Glass.
Cette chanson, elle parle d'un marin, un type qui aime une femme mais qui repart toujours en mer parce que la mer c'est sa vraie vie. Il abandonne celle qu'il aime pour l'appel du large. Et à la fin du film, Ego avoue exactement ça. Il a aimé Meredith à sa façon, mais l'univers, son expansion, ça passait avant elle. Il l'a abandonnée, pile comme le marin de la chanson. Mais le pire c'est que dans le fond, Ego est vite passé à autre chose. Parce que écoute bien ce moment. Il siffle la chanson préférée de Meredith pendant qu'il fait pipi. C'est à se demander s'il avait pas du mépris pour elle finalement. Et pendant qu'on est sur Ego, va voir sa voiture dans le flashback de 1980. Une Ford Mustang King Cobra. Et regarde son code couleur. C'est exactement les teintes que Peter réutilisera plus tard pour son propre vaisseau, le Milano. Le fils reproduit le style du père sans même le savoir. Et d'ailleurs dans cette scène en 1980, il y a un petit invité au Dairy Queen. Ici on peut voir un petit chien tout mignon à l'arrière de cette camionnette. Et bien c'est Obi, le chien de James Gunn, aujourd'hui décédé. Il apparaissait déjà discrètement dans le volume 1. Gunn le glisse dans ses films comme un hommage permanent. On continue sur les tout petits détails et là faut avoir l'œil. L'appareil que Quill utilise pour repérer la créature qu'ils affrontent au début du film, ce petit boîtier qu'il utilise comme capteur, c'est pas un accessoire inventé de zéro. C'est une console de football électronique Mattel de 77, à peine modifiée pour le film. Un jouet des années 70 recyclé en gadget spatial. Très Peter Quill, ça correspond parfaitement au personnage. À l'époque, cette console c'était le top de la technologie de poche. Aujourd'hui c'est une pièce de collectionneur. Et James Gunn s'en sert pour rappeler un truc. Peter a arrêté de grandir le jour où il a quitté la Terre. On va rester sur ce moment du film parce qu'on en apprend bien plus sur la sensibilité de notre Drax d'amour. Dans la scène d'intro, l'équipe se prépare à affronter une créature interdimensionnelle. Du coup, tout le monde s'équipe de jetpack pour pouvoir se battre tranquille, sauf Drax. Et il semble avoir une très bonne raison pour ça. Drax, why aren't you wearing one of Rocket's aero rigs? It hurts. Hurts. I have sensitive nipples. Et d'ailleurs, ça pourrait expliquer un mystère encore plus grand. Pourquoi ce gars ne porte jamais de t-shirt? Eh bien, monsieur protège ses tétons de tout, quitte à se balader torse nu dans l'espace. Je pense que c'est juste un gros exhibitionniste, moi. Ensuite, direction le repère des Ravageurs. Là-bas, on a un nouveau caméo de Howard the Duck, le canard extraterrestre qu'on avait déjà croisé chez le collectionneur dans le volume 1. Ce connard revient tout le temps. Dans les scènes post-génériques, dans les batailles, Gunn adore ce personnage. Il a même eu droit à son propre film catastrophe dans les années 80. Un des plus gros ratages de l'histoire de Marvel. Et Gunn le ressuscite en running gag depuis le volume 1. Et il est tellement souvent apparu qu'il a son propre épisode dédié dans la série d'animation What If. On reste dans le repère des Ravageurs et on va dans la chambre de Yondu. Il est là avec ce qui ressemble à une escorte robot. Et sur le mur, il y a un portrait. Un portrait de Walrus. Dans les comics, Walrus c'est un personnage qui accompagne Rocket et qui a les mêmes origines que lui. Et on le reverra dans Les Gardiens volume 3. Et puisqu'on parle de Rocket et de Groot, il y a un détail sur Groot que tout le monde trouve mignon, alors qu'en vrai il est déchirant. Regarde bien la scène d'intro, celle où Baby Groot danse pendant le combat. Il partage un petit moment de complicité avec chaque membre de l'équipe. Un regard, un geste avec Peter, avec Gamora, avec Rocket. Mais il y a une personne qui l'ignore complètement, c'est Drax. Et sur le moment, tu te dis juste que c'est parce que Drax lui a cassé ses enceintes. Mais juste avant que Drax coupe la musique, on voit que Baby Groot arrête de danser pile quand Drax le regarde. Groot est vexé, il boude, il reste fâché contre lui presque tout le film. Mais il y a une deuxième lecture bien plus profonde en dessous. Souviens-toi de la toute fin du volume 1. Baby Groot se fiche devant Drax exactement de la même manière. Et ce n'est pas un hasard. Dans le film, Drax explique un truc à Quill. Il lui dit qu'il y a deux types de gens, ceux qui dansent et ceux qui ne dansent pas. There are two types of beings in the universe. Those who dance and those who do not. Et il se range lui-même avec sa femme dans la catégorie de ceux qui ne dansent pas. Sauf que la femme de Drax est morte, tuée avec sa fille. Donc quand Groot qui vit pour la danse se retrouve face à Drax, il se fige. Il sait qu'il ne faut pas danser devant lui, que ça le blesserait. Ce petit être qui ne dit que 3 mots capte l'émotion mieux que n'importe qui. Et cette rancune de Groot envers Drax, elle dure jusqu'au bout du film. Jusqu'au moment où Groot exténué s'endort dans les bras de Drax. C'est là que le lien se recolle. Gunn cache un arc émotionnel complet dans le comportement d'un bébé arbre. Mais tout cet amour entre nos héros, il a failli exploser à cause d'une seule personne. Et son nom, c'est Ego. D'ailleurs, Ego, il aurait jamais dû apparaître dans ce film. Parce que Ego, à la base, il n'appartient pas à Marvel Studios. Les droits du personnage étaient chez la Fox. Et dans les comics, l'histoire d'Ego est bien plus liée au 4 Fantastique qu'à Peter Quill. Mais James Gunn avait une idée fixe. Non, pas le chien de Obélix. Il voulait absolument Ego comme antagoniste de son film. Alors Marvel est entré en négociation avec la Fox. Et la Fox a accepté de lâcher Ego, mais à une seule condition. Avoir plus de liberté sur ce personnage pour Deadpool 2. Oui, je vais pas dire son nom, il est trop long. Donc si Ego est dans ce film, c'est grâce à un deal en coulisses qui a aussi façonné un autre film, Deadpool. Et au moment où Peter part avec Ego, une musique bien particulière se lance. C'est The Chain de Fleetwood Mac. Ce morceau, le groupe l'a enregistré pendant que plusieurs conflits explosaient dans la bande. Des membres qui quittent le navire, des divorces entre eux et hors du groupe, rien n'allait. Et cette chanson, c'est une chanson sur des liens qui se brisent. Et pile à ce moment-là, Peter quitte sa vraie famille, les Gardiens, pour suivre un père inconnu. Il brise sa propre chaîne. Et pour comprendre pourquoi cette famille tient autant, il y a une réplique de Drax qui dit tout. When you're ugly and someone loves you, you know they love you for who you are. Beautiful people never know who to trust.
Il dit que quand t'es moche et que quelqu'un t'aime, tu sais qu'il t'aime pour qui tu es vraiment, alors que les gens beaux, eux, ne savent jamais à qui se fier. Ah, c'est tellement dur, moi aussi je sais jamais. Et c'est exactement ça les gardiens. Une bande de jouets cassés, mal aimés, au physique ingrat qui se sont trouvés. Ils tiennent les uns aux autres parce que personne d'autre n'a voulu d'eux. Et ça, aucun père céleste ne pourra le remplacer. Mais derrière le père parfait et sa planète de rêve se cache le truc le plus glauque du film. Un charnier rempli d'ossements. Quand Gamora et Nebula tombent sur la grotte d'Ego, elles découvrent les squelettes de tous les enfants qu'Ego a retrouvés et jetés parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir céleste. Et si tu mets cette scène sur pause, c'est un festival de références cachées. Sur le rocher à gauche, il y a un crâne qui s'apparente à un Gungan, la race de Jar Jar Binks dans Star Wars. Ensuite à droite, tout seul, il y a carrément le crâne de Stitch, le petit monstre bleu de Disney. Pour Ego, Aloha ça signifie rien du tout. Et aussi de longs doigts articulés qui rappellent le facehugger d'Alien. Mais pour ça, rien de sûr, ça appartient quand même à une toute autre franchise. Bien que dans le premier Avengers, ils avaient déjà fait une référence à Alien en faisant revenir l'un des acteurs qui se fait bouffer par un xénomorphe pour dire à Bruce Banner You an alien? What? On revient sur notre tas d'os. Au milieu, sur une photo de plateau, un crâne en forme de tête de canard. Alors c'est une théorie, mais ça pourrait bien être un membre de la race de Howard the Duck, étant donné que lui est toujours en vie pendant ce film et encore après pour la bataille de Endgame. Juste ici, ce crâne rappelle la forme du gros crâne de ton gros daron, mais il y a plus subtil pour les fans du MCU. Enfoui dans le tas d'os, il y a un crâne de Corbinite. Les Corbinites, c'est la race de Beta Ray Bill, un des rares personnages dignes de soulever le marteau de Thor. Et c'est exactement le même type de crâne que Peter croise sur Morag au tout début du volume 1. On en avait déjà parlé ensemble. Et pendant qu'on est sur les mystères, parlons de Meredith, la mère de Peter. Certains fans pensaient qu'elle cachait une identité cosmique, du genre Éternité ou Lady Death. Et ce, pour une raison bien précise. Un moment, Ego ouvre les yeux de Peter sur l'univers. Et Peter dit quelque chose de très précis. Tout le monde pensait qu'à ce moment-là, il voyait l'entité Éternité. Mais James Gunn a démenti. Mais c'est là que ça devient intéressant. Il a laissé la porte ouverte du côté d'Infinité. Il n'a jamais complètement fermé le sujet. Donc rien n'est vraiment tranché sur qui était vraiment la mère de Star-Lord, mais il se pourrait qu'elle soit l'Infinité. Ensuite revenons à un point important dans le film qui se révèle être le plus gros foreshadowing de son histoire. D'abord revenons à l'évasion. Quand Rocket et Yondu sont enfermés, Rocket demande à Groot d'aller lui chercher un objet pour les aider à s'enfuir. Sauf qu'il ramène tout et n'importe quoi, plein d'objets inutiles sans valeur, dont un objet en particulier, l'œil en prothèse d'un ravageur. Mais en fait c'est juste une démonstration de la bonne mémoire de Groot. À la fin du premier film, Rocket réclamait justement l'œil prothétique d'un ravageur pour son plan. Eh bien c'est exactement ce même ravageur avec ce même œil. Alors avant qu'on me tombe dessus, je sais que c'est pas le même Groot. Celui du premier film est mort, mais rien ne dit qu'ils ne peuvent pas partager une mémoire similaire. Ou alors c'est juste une blague, me saoulez pas en commentaire en fait. Le mec qui vrille, tu sais. Et quand Yondu, Rocket et Groot s'échappent enfin en vaisseau à la vitesse de la lumière, ils passent devant deux Cronans en train de se battre. Les Cronans, c'est la race de Korg, et aussi celle du géant en pierre que Thor défonce dans Thor 2. Puis on tombe aussi sur Stan Lee. Il est assis en train de parler à un groupe d'êtres étranges. Les Watchers, les observateurs du multiverse, ceux qu'on revoit dans la série What If. Et Stan Lee leur raconte qu'il a été livreur pour FedEx, ce qui est un rappel direct de son caméo dans Civil War. Et ça alimente une des plus belles théories du MCU, que tous les caméos de Stan Lee, ce sont la même personne. Une figure qui traverse le temps et les univers, proche du One Above All, l'entité au sommet de tout Marvel. Un vieux monsieur qui serait en réalité au-dessus de tout. Mais attends, j'ai pas fini sur Yondu. Quand Taserface prend le pouvoir, il a vraiment un nom de con ce mec. Bref, quand Taserface prend le pouvoir, il balance les fidèles de Yondu par le sas dans le vide spatial. Et ce moment, mine de rien, c'est un miroir de la fin du film, parce que Yondu, lui aussi, va mourir dans l'espace en se sacrifiant pour Peter. Il décide de sauver son fils adoptif en lui donnant son respirateur, et on pouvait se douter de sa mort parce qu'un capitaine coule toujours avec son navire, avec son équipage. Yondu qui part dans le vide, exactement comme ceux qu'on éjecte au début. Évidemment, notre Yondu, il mérite de vraies funérailles, alors les ravageurs restants organisent tout ça. Son corps est décoré avec soin. On y retrouve la poupée troll du volume 1, ce petit jouet aux cheveux colorés qui liait déjà Yondu et Peter. Mais il y a aussi des insignes militaires américains posés sur lui. Et parmi ces insignes, il y en a un très précis. Un badge décerné aux spécialistes des missiles guidés, des ICBM. Yondu, son arme, c'est une flèche qu'il dirige par la pensée, au sifflet. Un missile guidé, contrôlé à distance avec une précision parfaite. L'insigne colle exactement à ce qu'est Yondu. Un maître de la trajectoire guidée. Et pour ses funérailles, les ravageurs lui rendent hommage à leur manière. On voit revenir Stakar Hogord et toute une brochette de capitaines ravageurs. Charlie 27, Aleta Hogord, Martinex, Krugar, qui est un sorcier suprême d'un univers alternatif, et Mainframe, qui est doublé en caméo vocal par Miley Cyrus. Et Stakar, c'est pas n'importe qui pour Yondu. C'est celui qui l'avait viré du clan des ravageurs des années plus tôt, parce que Yondu avait enfreint le code en livrant des enfants à Ego. Donc le voir revenir spécialement pour l'enterrement, c'est le pardon que Yondu a attendu toute sa vie. Il meurt en héros, réhabilité par les siens. Celui qu'on prenait pour un salaud dans le premier film. D'ailleurs, dans les comics, ces capitaines forment carrément une version des gardiens. Donc, au moment où Yondu meurt, Gunn réunit les anciens gardiens qu'on verra peut-être jamais dans les films.
Et maintenant on arrive à la partie qui nous suit depuis le début de cette série, parce que sous ses couleurs et sa musique, ce film pose une idée qui va devenir centrale dans Avengers Doomsday. L'idée de se servir des autres comme une source de pouvoir. Revenons à la toute base du film, on retrouve nos gardiens sur une mission. Ils doivent protéger un trésor souverain d'une bête interdimensionnelle. Et ce trésor, c'est pas n'importe quoi, c'est des batteries. Et les batteries, c'est un peu tout le thème du film. On va reprendre le plan de Ego. Il ne veut pas juste conquérir, il veut utiliser ses propres enfants comme des batteries. Voler leur énergie céleste pour alimenter son expansion et se répandre sur tout l'univers. Et ça, c'est exactement la logique de Dr. Doom. Doom, dans les comics comme dans ce qui se prépare, ne travaille jamais seul avec ses propres forces. Il vole le pouvoir des autres ou il les manipule pour les utiliser. Dans les comics de Secret Wars, il vole carrément les pouvoirs du Beyonder pour devenir un dieu et façonner son Battle World. Ego voulait devenir l'univers, Doom lui veut le posséder. La méthode est la même, on siphonne les puissants pour se hisser au-dessus de tout. Et la liste des cibles de Doom, on commence déjà à la deviner. On est déjà quasi sûr qu'il va vouloir les pouvoirs de Loki, pour manipuler le temps et les univers à sa guise. Il y a aussi les pouvoirs de la sorcière rouge. La nôtre est peut-être morte, mais dans le MCU, rien n'est jamais vraiment sûr. Et de toute façon, avec le multiverse, il existe forcément d'autres versions d'elle à portée de main. Et le plus dangereux de tous, Franklin Richards. On l'a vu dans les 4 Fantastiques, premier pas. Galactus lui-même voulait mettre la main sur Franklin. Un enfant dont le potentiel dépasse les Célestes. Exactement le genre de batterie ultime qu'un Doom rêverait de brancher sur ses plans. Les Gardiens volume 2, sous ses airs de comédie spatiale, te montre un père qui traite sa famille comme du carburant. Et c'est précisément la mécanique qu'on va retrouver en bien plus grand avec Doom en décembre. Ego, c'était le prototype, Doom, ce sera la version finale. On passe au verdict. Et pour moi, ce film, c'est une claque émotionnelle. Le premier était déjà magnifique, le 2 passe carrément un cap. On commence par le visuel parce que c'est du très haut niveau. Chaque plan est saturé de couleurs. La planète d'Ego est une œuvre d'art permanente et les critiques sont unanimes là-dessus. Là où le premier film était déjà beau, le 2 est carrément somptueux. Un des films les plus léchés de tout le MCU. Ensuite, l'histoire. Et là, c'est le cœur du film. Sous ses airs de comédie spatiale, le 2 parle de famille, de père, de ce que ça fait de grandir sans figure paternelle. Et le personnage qui porte tout ça, c'est pas Ego, c'est Yondu. Ce pirate bleu qu'on prenait pour un salaud dans le premier film devient le vrai cœur émotionnel du 2. Sa profondeur, son sacrifice, sa relation avec Peter, c'est ce qui fait qu'on ressort de ce film les yeux humides. Michael Rooker transforme un second rôle en personnage inoubliable. Et le casting suit derrière. Le duo Mantis-Drax marche trop bien. L'humour maladroit de Mantis face à la franchise brutale de Drax, c'est une des meilleures nouvelles dynamiques du film. Baby Groot, lui, aurait pu être juste un argument marketing tout mignon. Sauf qu'il a une vraie personnalité. Ses expressions, ses bêtises, il vole chaque scène où il apparaît. Après, faut être honnête, et les critiques le pointent aussi. Le film traîne un peu ce qu'on appelle le syndrome du deuxième film. Il n'a plus l'effet de surprise du premier, celui qui nous avait pris de court en 2014. Et sa première moitié part un peu dans tous les sens, avec beaucoup de sous-intrigues en parallèle avant que tout se recolle sur la fin. Mais franchement, quand le film assume son émotion, il tape juste et il tape fort. La grande différence avec le premier, c'est que celui-là est plus touchant. Là où le premier te faisait sortir de la salle en riant, le 2 te fait sortir la gorge serrée, avec un final qui finit le travail comme il faut. Pour moi, ce film se classe en rang A, un sommet visuel, une vraie profondeur émotionnelle et le meilleur arc paternel du MCU avec Yondu. Il lui manque juste la fraîcheur inattendue du premier pour aller encore plus haut. Et toi, tu mets où Les Gardiens volume 2 dans ta tier list? Et est-ce que pour toi, c'est vraiment le film le plus triste de la saga du MCU? Dis-moi tout ça en commentaire et explique-moi pourquoi, j'ai hâte de vous lire là-dessus. Like et partage si l'épisode t'a plu, ça aide énormément la chaîne. La semaine prochaine, on redescend sur Terre. On retrouve un ado maladroit en collant rouge et bleu. Le retour de l'homme araignée dans le MCU est pour de vrai cette fois. Spider-Man Homecoming, vendredi 24 juillet à 18h. Abonne-toi, active la cloche et à plus.